Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 5 juin et c'est la journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, le réseau des femmes journalistes d'Afrique, les panafricaines, se mobilise. 4 débats ce vendredi aux 4 coins du continent, 4 débats en 4 langues réunissant en total près de 30 pays, toutes réunies autour d'une thématique commune, l'urgence d'une politique sanitaire, sociale et environnementale rénovée en Afrique. Les panafricaines portent cette année l'action du changement climatique et son impact sur notre continent. La crise inédite que nous vivons actuellement nous rappelle à quel point nous devons réagir et vite, parce que tous les experts, scientifiques, professionnels de la santé sont unanimes. La crise sanitaire du coronavirus est aussi une crise environnementale. Avec nous pour ce débat en visioconférence, depuis la Côte d'Ivoire, Salimata Kiloué Konaté, directrice générale de la radio de Côte d'Ivoire. Depuis le Bénin, Jemima Katre, journaliste, elle a dirigé la télévision nationale du Bénin. Au Cameroun, Christelle Ngale, journaliste pour le magazine camerounais Hommes et femmes d'Afrique. En Guinée, Afiwa Mata, journaliste à Radio Soleil Guinée, présidente de l'association des femmes journalistes en Guinée. Nous sommes également avec le Gabon, avec Raïssa Lor. Elle est journaliste à la télévision nationale du Gabon. Au Mali, notre consoeur Ramata Diaouré, la directrice de la rédaction au journal 22 septembre au Mali. Notre journaliste panafricaine marocaine, Samira Sitaï, une panafricaine de la première heure. Également dans ce débat, le Niger, avec Aïssa Abdoulaye Alfari, journaliste à l'Office national d'édition et de presse du Niger. Et enfin, au Sénégal, Afiwa Mbaye, elle est la chef de service santé et environnement à la radio Futur Média. Également, et c'était essentiel pour ce débat d'aujourd'hui, un expert, notre expert, l'un des experts des panafricaines, Abderrahim Qsiri. Il est le coordinateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Il est également le président de la commission chargée des affaires de l'environnement et du développement durable au sein du CESE, le comité social et environnemental au Maroc. Bonjour à toutes. Et nous allons tout d'abord, juste avant de faire un tour de table, bonjour. Bonjour. Bonjour, Facia. Bonjour à toutes, merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous allons tout d'abord donner la parole, mesdames, au seul homme de ce débat, notre expert pour le mot d'ouverture, notre expert que je remercie parce que Abderrahim Qsiri est très sollicité durant cette journée mondiale de l'environnement. Abderrahim, la pandémie, la crise sanitaire que nous vivons, aussi dramatique soit-elle, pour de nombreux experts, et l'expert également que vous êtes, c'est une opportunité, dites-vous, pour réveiller les consciences. Cette année de Journée mondiale de l'environnement, on la célèbre dans des conditions exceptionnelles. Ces conditions-là, ils démontrent pour la première fois à l'échelle mondiale qu'un petit être vivant invisible, qui ne se nourrit pas, qui ne respire pas, qui ne marche pas, c'est-à-dire qui ne bouge pas, est capable vraiment d'immobiliser l'économie mondiale et tous les systèmes de mobilité et de transport à l'échelle du globe. Ceci démontre que la perturbation que l'humain a provoquée avec la nature, cette relation qui a été un petit peu déséquilibrée, a fait que nombreuses espèces et nombreux habitats à l'échelle mondiale. Et ces habitats qui ont été détruits, ils ont provoqué à ce que la chaîne alimentaire des espèces, elle a été perturbée. Et l'homme s'est retrouvé tout proche d'un certain nombre d'animaux qui peuvent transmettre directement des virus à l'être humain et des bactéries. Maintenant, plus de 60% des épidémies des dernières décennies, ils sont causés par des facteurs animaux. Et ce facteur animal, c'est-à-dire cette transmission de l'animal vers l'homme, elle a été provoquée et ça va augmenter pour les prochaines décennies parce qu'on n'a pas considéré que la biodiversité et le capital naturel est une richesse qu'il faut préserver. Et on a démontré à travers le corona que les choses les plus prioritaires après le confinement de l'ensemble des populations à l'échelle d'un certain nombre de pays, ils se sont recentrés sur l'essentiel. L'essentiel dans la vie, c'est trois choses. C'est l'oxygène, c'est l'eau, c'est la nourriture. Et on a vu que le virus, qu'est-ce qu'il fait?
il permet à une bactérie d'empêcher l'arrivée de l'oxygène au cerveau pendant 40 minutes. Et c'est ça la cause de la mort. Lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, c'est la mort. Alors que les pays les plus développés, les plus industrialisés ont rencontré des difficultés à avoir des respirateurs et à pouvoir sauver les vies à cause de ce manque d'oxygène. Alors que l'oxygène, il est offert à l'humanité entière depuis la création de la Terre de manière gratuite pour tout le monde, riche et pauvre, et sans aucun problème. Mais l'homme, en polluant l'air, en polluant l'eau, en polluant le sol et en polluant les nutriments, il a bâti, il a construit un modèle de développement qui n'est pas durable. Et le Maroc, heureusement, de la plus haute autorité du Maroc, ils ont dit que notre modèle a atteint ses limites. Et c'est la même chose pour tous les modèles du monde. Ce modèle libéral qui ne tient pas compte du climat, de l'environnement, du capital naturel, il a atteint ses limites. Et l'Afrique, au cœur de tout ça, elle ne peut pas suivre la trajectoire de développement des pays européens et américains. Parce qu'elle a les ressources et sa richesse, c'est son capital naturel. 25% des espèces du monde, ils sont en Afrique. L'Afrique, elle détient 60% des terres arables non exploitées du monde. Et donc, elle est capable de nourrir, l'Afrique est capable de nourrir toute la planète. Maintenant, avec ses ressources en eau, avec les meilleures ressources énergétiques, d'énergie renouvelable, solaire, et elle est capable d'avoir un nouveau modèle de développement différent qui cherche la solution par la nature, dans la nature, et qui permet de vivre en harmonie avec l'écosystème naturel. Et tant que maintenant on a plus de 40-50% de population de certains pays africains qui vivent encore dans le milieu naturel de l'agriculture, ils vivent de l'environnement, dans l'environnement et par l'environnement. Maintenant, il faut absolument valoriser ce capital, il faut choisir un modèle de développement beaucoup plus adapté, beaucoup plus durable, beaucoup plus inclusif pour les populations les plus vulnérables. Et c'est cette vie de communauté africaine de manière harmonieuse et équilibrée qui nous permettra de célébrer chaque année la journée mondiale de l'environnement, tout en étant fiers de ne pas avoir pris la même trajectoire. On sait que des pays qui sont entrés dans le nucléaire, l'Allemagne 2024 veut sortir, la France n'a pas de capacité, on a vu ce qui s'est passé au Japon, en Russie, avec les catastrophes, avec un seul accident qui peut vraiment entraîner des cancers pour les plantes, pour les animaux et pour l'humain, et fait des ravages. Donc, il faut absolument qu'on prenne ce qui est bon du développement économique et industriel, et il faut absolument délaisser ce qui n'est pas bon. Et pour les territoires et pour les villes, maintenant, si on relie vraiment l'ISO 37101, qui est le référentiel mondial des territoires, il nous démontre clairement que les principes de bon développement du territoire, ils s'articulent sur 6 principes dont les plus importants, c'est de chercher le bien-être. C'est pas d'avoir à consommer énormément, à rejeter encore plus et à avoir des transports dans des villes qui sont gigantesques où les gens perdent 20% de leur temps à 25%, leur pouvoir d'achat il est aussi perturbé, et dans des conditions où les déchets, où la pollution de l'air, où la pollution de l'eau et des aliments impactent directement leur santé, la santé de leurs enfants. Le capital, pour être durable, il faut absolument revoir le modèle, il faut revoir les approches avec lesquelles on a gouverné le monde. Et maintenant, on a cette occasion de réflexion. Le corona nous a permis de dire qu'il n'y a pas quelque chose de nécessaire à part ces priorités. Il nous a démontré aussi que les États doivent intervenir. On ne peut pas laisser uniquement des personnes ou des entreprises ou des minorités qu'on appelle les minorités agissantes essayer de prendre en otage les besoins naturels et les besoins indispensables, cruciaux et vitaux de toute une population. Et l'homme ne peut vivre convenablement qu'en vivant en harmonie avec ces écosystèmes. Et les Africains, ils ont un savoir culturel, un savoir-être qui est extraordinaire. Maintenant, le retour vers les bonnes choses de nos ressources est la seule voie à prendre. Mais tout en prenant tout ce qui est
tout ce qui est nouvelles technologies, digitalisation, tout ce qui est... Mais il faut absolument l'intégrer de manière harmonieuse. Et je crois que des pays comme le Japon, comme la Corée, ils ont su un petit peu associer et intégrer tout ce qu'ils ont comme savoir ancestral et culturel avec le développement et la modernité. Alors justement, Abdelrahim, par rapport à ce que vous venez de dire, si vous me le permettez, on va prendre tout de suite la direction de Dakar au Sénégal pour retrouver Awa, parce que Awa, vous vous trouvez en ce moment même dans une réunion de l'Organisation mondiale de la santé qui est organisée au Sénégal. Est-ce que par rapport à ce que vient de dire notre expert, vous mettez en avant justement ce volet environnemental dans la sécurité sanitaire ? Alors, bonjour à toutes les panafricaines. Un coucou de Dakar. On remercie le spécialiste qui est venu aujourd'hui pour nous entretenir de ce sujet hautement intéressant pour l'Afrique. Vous le savez, tout le monde en parle aujourd'hui, donc 5 juin. Je viens de sortir, en fait, c'est pas encore terminé, mais bon, on parlait juste des techniques de communication pendant une crise donnée. Et forcément, aujourd'hui, on va parler de la crise sanitaire, la COVID-19 qui continue de faire son chemin partout dans le monde et l'Afrique n'est pas en reste. Donc, d'après ce qu'a dit le spécialiste aujourd'hui, il faut que l'Afrique puisse avoir son modèle à elle. On va prendre la direction de la Côte d'Ivoire avec Salimata. Bonjour. Bonjour Fatia, bonjour à toutes les panafricaines. Je suis Salimata Konaté de Abidjan, Côte d'Ivoire. Je crois savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est exactement la même situation où des voix se sont élevées pour faire remarquer à l'ensemble des citoyens ivoiriens l'importance en fait de la pollution et peut-être d'interpeller les politiques sur ce volet en particulier. Oui, exactement. Je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas loin du Sénégal. Et nous partageons tout à fait les mêmes problèmes dans les grandes métropoles. La pollution de l'air, c'est exact. Mais la Côte d'Ivoire a un problème particulier. Nous avions beaucoup de forêts dans les années 60. Mais aujourd'hui, sur plus de 16 millions d'hectares de forêts, il ne reste que moins de 3 millions d'hectares de forêt. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, fait partie des pays qui ont connu une déforestation beaucoup importante dans le monde entier. Et je voudrais à cet effet souligner que, bon, Awa l'a dit tantôt, l'Afrique doit se réveiller pour sauvegarder son environnement, sa biodiversité. Mais je dis que c'est tout le monde entier qui doit se réveiller pour sauvegarder l'environnement. Parce qu'en matière d'environnement, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et donc, l'Afrique peut subir, j'allais dire, la pollution, les effets du développement non contrôlé dans les pays industrialisés. Et donc, cet ensemble au plan local, au niveau de nos pays respectifs, mais au niveau international, chacun vraiment doit se sentir concerné par la question de l'environnement. Cette année en Côte d'Ivoire, nous disons le thème autour duquel nous célébrons cette journée internationale de l'environnement, c'est bien la nature nous parle. C'est un thème, j'allais dire, très évocateur. La nature nous parle. Et l'expert l'a dit. Je vais donner la parole à Samira Sitaïl. À l'occasion de cette journée, Samira, et pour une fois, toutes les voix que nous entendons ce vendredi, c'est que l'enseignement majeur du coronavirus est lié avec l'environnement. Tout ce qui nous entoure a des effets directs sur l'être humain. Et il aura fallu peut-être, Samira, qu'il y ait en fait cette pandémie pour qu'il y ait, si je peux dire ça, un véritable électrochoc pour le monde entier, mais pour nous aussi, ici, sur le continent. Bah, écoutez, je vais avoir un coup de gueule, Fatria. Allez-y. Moi, ce que me révèle d'abord cette pandémie, et là où je suis absolument, comment dirais-je, mais triste pour notre continent, c'est que quand on arrive et qu'on dit l'une des mesures barrières, la mesure barrière la plus importante, et qu'on voit des responsables gouvernementaux, des responsables de grandes organisations internationales se laver les mains avec du savon, et que 35% de la population africaine n'a pas accès à l'eau, que des centaines de millions
C'est 2 milliards de personnes dans le monde, 350 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès au savon. Et qu'on vienne nous dire, le premier geste barrière, c'est de se laver les mains avec du savon. Moi, je veux bien, mais je demande des comptes à ces organisations internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme l'UNICEF, comme toutes les autres, et pas uniquement à elles, aux personnes qui ont la charge, partout à travers le continent africain, d'équiper notre continent, de mettre en place des infrastructures pour que nos populations puissent avoir accès au minimum qui est l'accès à l'eau, l'accès au savon pour pouvoir se protéger des maladies. Oui, il y a un lien, et il y a un lien aussi évidemment avec la pauvreté d'un côté et le climat de l'autre. La pauvreté, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne serai pas très longue, chers amis. La pauvreté nous dit que nous avons 5 000 milliards de mètres cubes de nappes phréatiques d'eau. Mais que ces 5 000 milliards, il y a de l'eau en Afrique. On ne creuse pas les puits là où il faut. On ne distribue pas l'eau. On laisse nos populations sans accès à l'eau. Alors qu'il y a de l'eau sur le continent africain. 5 000 milliards de mètres cubes dans nos nappes phréatiques. Un tiers de la population africaine n'a pas accès. Et mieux que ça, ce qui me désole encore plus, et je vais terminer sur ça pour laisser mes amis parler, c'est que sur les 265 millions, moi j'aime beaucoup les chiffres parce que les chiffres disent la vérité. Les chiffres, on ne peut pas les démentir. Dans le monde, 265 millions de personnes font 30 minutes pour trouver un point d'eau. Vous savez combien en Afrique? La moitié, 135 millions. Ce sont des enfants, ce sont des femmes qui ne vont ni à l'école, ni n'ont d'emploi décent, ni n'ont de source de revenus décentes et qui accomplissent 30 minutes pour avoir accès à un point d'eau. 135 millions de personnes en Afrique. Je demande personnellement, et nous devons agir en tant que panafricaines, faire pression sur les États africains pour que la première des choses que nous ayons à faire pour que nos populations puissent être résilientes à ces maladies, résilientes au changement climatique, c'est de nous permettre d'avoir des infrastructures de base qui accordent à nos populations une protection de base. Voilà ce que je voulais dire. Et je souhaiterais, dans le cadre de nos prochaines actions, nous fassions entendre ce discours à ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement, qui aujourd'hui viennent demander à des pays européens de les aider pour faire face à la pandémie, alors que nous avons des moyens qui sont mal répartis et qui ne sont pas exploités. Je m'excuse, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le dire. Je suis heureuse que vous ayez, Fatria, organisé ce débat aujourd'hui. Avec votre aide, d'ailleurs, par rapport exactement à ce que vous dites, cette problématique de l'eau, cette problématique d'accès, tout simplement, on va prendre tout de suite la direction du Cameroun avec Christelle Ngale. Le temps d'avoir Ramata, on a été un tout petit peu coupé en raison de petits problèmes de connexion. Christelle, est-ce que vous pouvez nous raconter pour vous comment ça se passe au Cameroun et par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, de peut-être tout revoir, de lier la santé à l'environnement une bonne fois pour toutes? Ok, merci Fatia, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Merci Fatia de me donner la parole. Alors, je vais aller dans le même sens que Samira qui est passée avant moi pour dire que leur véritable problème aujourd'hui, c'est que la première mesure barrière, c'est de laver les mains. Et on est en Afrique, comme elle a dit tout à l'heure au travers des chiffres, un tiers de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable. Moi, je vais aller plus loin. Je vais prendre le cas du Cameroun où actuellement on a des zones reculées où il n'y a pas d'eau coulante dans les maisons. Ils sont obligés d'aller dans des rivières pour pouvoir se ravitailler en eau, cette eau qui n'est pas toujours potable. Et vous savez que nous sommes actuellement en saison des pluies au Cameroun. Et imaginez un peu en cette saison de pluie, avec des pluies, des personnes, cette eau qui permet de ravitailler la population, elle peut être contaminée parce que lorsqu'il pleut, les eaux usées
se retournent encore dans ces rivières. Et c'est dans cette rivière que la population vient s'approvisionner en eau potable. Je dirais c'est un véritable problème. J'irai encore plus loin avec l'accès à l'eau potable dans les ménages. Au Cameroun, comme j'ai parlé la dernière fois lors du forum, on a un sérieux problème de disponibilité d'eau potable 24/24 dans les ménages. Mais je salue quand même l'effort du gouvernement qui permet qu'en cette période de Covid, que les ménages aient accès à l'eau potable. Avant, on avait 2 heures de temps, on avait l'eau potable pendant 2 heures de temps dans les ménages. Mais aujourd'hui, c'est quand même de manière récurrente. C'est vrai qu'on vit toujours les coupures d'eau, mais quand même, il y a de la différence. Je salue aussi les efforts des populations qui, conscients de la difficulté de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, ont pris sur eux, parfois des communautés, de faire des points de lavage de mains à l'entrée des marchés. Parce que au Cameroun, les vrais points de contamination ici sont les marchés. Parce que c'est très touffu dans les marchés camerounais. Et vraiment, cet effort de mettre les points d'eau à l'entrée des marchés, c'est véritablement à saluer. Autre chose que je déplore, c'est que, étant donné que le sol est un vecteur de contamination, beaucoup de commerçants ici au Cameroun continuent à faire du commerce à l'étalage sur le sol, ce qui n'est pas ce qui est qui peut être un vecteur de contamination pour les populations. Donc, je vais citer ces cas-là et dire que véritablement, nous sommes, comme l'a dit la consoeur de la Côte d'Ivoire, que nous sommes vraiment, nous sommes impliqués au premier plan avec cette pandémie. Chacun c'est vrai qu'il faut, on dit respecter les mesures barrières. C'est vrai qu'il faut que nos gouvernements, il faut que nos États véritablement prennent des mesures pas adaptées à l'Occident, pas adaptées à l'Europe, pas adaptées à l'Amérique, mais adaptées aux réalités africaines. Adaptées aujourd'hui, le plus important, c'est de prendre des mesures adaptées aux réalités africaines qui pourraient résoudre des problèmes, j'ai envie de dire élémentaires, parce que l'accès à l'eau potable aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, devrait être quelque chose de réglé. Mais on se retrouve encore en 2020 avec des personnes qui sont obligées parce qu'il n'y a pas d'eau coulante, parce qu'il n'y a pas de robinet dans leur environnement, d'aller s'approvisionner dans des rivières. Et dans ces rivières, on ne trouve pas seulement le virus, mais on trouve aussi le choléra, qui est une maladie Y qui affecte énormément l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire. Après le Cameroun, je vais donner la parole à Christine en République démocratique du Congo, parce que Christine, ce que vient de dire Christelle, oui, avec ce manque d'eau, ce non-accès à l'eau potable pour les populations, vous êtes confrontés exactement à la même situation en RDC. Effectivement, Fatia, c'est que ma chère Christelle, je salue d'abord toutes les panafricaines, et c'est Christine depuis la RDC. Bonjour Christine, bonjour. Coucou. Bien qu'on trouve une bonne quantité d'eau à travers les pays, mais qui ont accès à cette eau, parce que déjà ici dans la capitale, l'eau et l'électricité posent problème. Pendant ces confinements, les mesures barrières, comme l'a dit Christelle, entre autres de se laver les mains et les cache-nez, mais qui ont accès à cette eau? Seulement ceux qui sont dans les milieux un peu respectables, les centres-villes et autres. Donc c'est trop déplorable, parce que déjà du côté de la périphérie, ils sont rares, hein, ceux qui croient à cette maladie. Parce que des fois, quand vous quittez les centres-villes, vous allez vers la périphérie, ces gens, avec les cache-nez, déjà les gens te regardent bizarrement. Hey, toi, rentre là-bas avec votre maladie, là. Rentrez avec votre maladie. C'est comme si c'est la maladie de ceux qui habitent les centres-villes. Et pourtant, nous sommes dans la capitale, bien qu'eux sont dans la périphérie. Vraiment, du côté périphérie, ils sont rares, ceux qui croient à l'existence de cette maladie-là. Et les mesures d'hygiène, vraiment, des distanciations, sont presque pas tellement respectées. Vous voyez une grande foule dans les marchés, dans les rues. Les gens se promènent en se touchant et tout. En fait, les routes sont un peu exiguës parce que tout le monde sort pour la survie. Les mesures sont là, le confinement, le corona mène
la coronavirus, la Covid amène tout ce qu'elle peut amener comme problème, les espaces sont fermés. Ici, dans mon pays, la plupart vivent des petits commerces. On a fermé les terrasses, on a fermé ceci, on a fermé cela. Bon, ceux qui vivent des petits commerces comme genre terrasses et autres quincailleries et tout, ils n'ont pas le droit à ouvrir, surtout dans les parties confinées comme à Gombe. Merci beaucoup, Christine. Désolée d'interrompre, mais parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Alors, Ramata, nous n'arrivons pas à la joindre parce qu'actuellement, au Mali, les problèmes de connexion sont des plus importants. Mais on va l'entendre puisqu'on est arrivé à la joindre par téléphone. Ramata, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous partagiez avec nous, à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement, les difficultés auxquelles le Mali est confronté actuellement, mais en particulier la région de Tombouctou. Bonjour à tous vos auditeurs. En fait, nous avons un super souci aujourd'hui avec l'épidémie de Covid-19 la région de Tombouctou. Je vous donne l'exemple tout bête. 75 tests positifs hier au Mali, 53 à Tombouctou. Et ça, depuis 15 jours, nous avons ce pic-là, région-là. Alors, la région de Tombouctou, c'est une région qui historiquement est très connue, mais c'est aussi une région qui est quasiment désertique. Comme le rappelait tout à l'heure Samira, on a un gros souci d'accès à l'eau. Ce premier geste barrière de se laver les mains au savon, on n'arrive pas à le régler. Tombouctou est une ville, est une région qui regroupe un certain nombre de cercles. Et on n'aurait jamais imaginé au démarrage que cette étendue, pas autant peuplée, où les gens ne sont pas autant dans la promiscuité qu'à Bamako, mais c'est aujourd'hui le principal souci. Tous les jours, sur la plupart qui sont très positifs, et on a... Malheureusement, la ligne est très mauvaise, Ramata. On a beaucoup de mal à vous entendre complètement. On réessaye. On va partir juste dans une autre capitale. Juste le temps d'essayer de vous rappeler, de voir si on peut avoir une meilleure liaison avec nous. On va partir au Gabon avec Raïssa. Bonjour Raïssa. Bonjour Fatia. Vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Alors, comme on le dit tous, en réalité, le Covid-19 a donc permis de réaliser les limites et les manquements qu'il y a en ce qui est déjà du domaine social, du domaine sanitaire et à côté l'environnement. Il y a toutes ces réalités qui sont en fait des réalités africaines. La question de l'eau, justement, lorsqu'on place les mesures barrières et qu'on demande aux populations de se laver les mains, etc. Il y a eu aussi au Gabon donc ce souci de l'eau. Parce qu'il y a des zones difficiles, il y a des quartiers difficiles où malheureusement l'accès à l'eau n'est pas évident pour les populations. Et à ce moment-là, le gouvernement a mis en place des palliatifs qui ont donc permis de positionner des bonnes fontaines, des pompes, pour pouvoir alimenter, sinon donner accès aux populations à l'eau. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées pour justement éviter la propagation du virus. Après ce Covid-19 qui nous rappelle l'importance de la biodiversité, l'importance de tenir compte de tous les éléments, a aussi, de mon avis, révélé tout simplement les faiblesses de nos systèmes africains et la nécessité pour nos politiques de repenser justement les actions en faveur en faveur des populations, en faveur des plus démunis, en faveur justement de la santé, du social, etc. Il faut tout revoir et c'est un peu ça que le Covid-19 a permis de révéler et de mettre au grand jour. Mais la question de l'eau, telle que soulevait Samira et ensuite ont soulevé les autres, a été une véritable préoccupation pour l'Afrique, mais davantage pour les populations les plus démunies africaines. On va donner la parole au Niger. On va prendre la direction du Niger avec Aïssa. Vous êtes au Niger. Là aussi, la situation était plutôt maîtrisable au début, notamment en particulier, et ce qui se passe aujourd'hui chez vous, c'est ce manque d'accès à l'eau potable. Je me présente d'abord.
C'est Madame Aïssa Abdoulaye Al-Fari, journaliste à l'honneur Office national d'édition et de presse, et membre militante active de l'Association des professionnels africains de la communication section nigérienne, présidée par Madame Aminata Nyantou. À l'occasion de cette journée internationale de l'environnement, je dirais que nous sommes tous concernés par cette journée, car la thématique de cette journée est le temps de la nature. Chaque jour que Dieu fait, notre nature se détériore. Et pour cela, nous devons tous agir, lutter en faveur de la perte accélérée des espèces et de la dégradation de la nature. Et avec cette pandémie qui nous renvoie effectivement à cette thématique, le temps de la nature, et un délicat équilibre de la nature s'impose. Pour nous protéger, prendre soin de nous-mêmes, et nous devons aussi prendre soin de cette nature. Donc, avec cette période de pandémie, plusieurs actions ont été menées ici au Niger. Certes, il y a le lavage des mains et il se pose un véritable problème d'accès à cette eau, surtout en milieu rural, puisque le Niger est un pays, si je peux le dire, un pays pauvre, où l'accès à l'eau est vraiment un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité. Aïssa, je vais vous interrompre pour que, comme je le disais, qu'on ait le temps d'entendre tout le monde. Il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Je vais vous proposer un petit tour de table pour, si vous le souhaitez, à l'occasion de cette journée mondiale et à travers le réseau des panafricaines, si vous avez envie d'adresser des messages importants. Beaucoup de voix s'élèvent, on le disait, pour que les politiques revoient, rénovent peut-être leur mode de gouvernance en mettant en place de véritables programmes santé-environnement. Pour l'Organisation mondiale de la santé, elle a réagi également pour cette journée mondiale en rappelant une chose essentielle, c'est que la santé et l'environnement sont la solution pour une meilleure santé pour tous. Donc, l'urgence d'une nouvelle politique sanitaire, économique, sociale et environnementale, ça ne peut ne paraître que des mots, mais aujourd'hui, comme le rappelait notre expert en ouverture de ce débat, rappeler l'urgence que les politiques se réveillent sur l'importance de lier la santé à l'environnement, sinon nous n'en sortirons pas. Il nous parlait de finalement, malgré tout le drame de cette crise du Covid-19, que c'est une opportunité pour réveiller les consciences à travers le monde entier, mais aussi chez nous en Afrique. Je vais donner la parole à Jemima, qu'on n'a pas encore entendu. Jemima, si vous pouvez activer votre micro, oui, on vous entendra. Et après Fetria, on aimerait bien quand même pouvoir faire une petite conclusion, je pense. Exactement, tout à fait. Moins d'une minute par personne. Voilà, tout à fait. Ce petit tour de table. Jemima, est-ce que vous nous entendez? Ce que je voudrais dire au niveau du Bénin ici, ce que nous avons le plus remarqué, au-delà de tous les problèmes de santé, les problèmes avec les mesures barrières qu'il faut assurer, surtout le lavage des mains avec la pénurie d'eau, il faut également approvisionner en savon et tout ça, et toutes les dispositions classiques qui ont été prises. Ce qui se passe vraiment au Bénin, c'est que quelque chose d'inimaginable, mais pourtant tellement évident qu'il devrait être, est en train de se passer parce que tout le monde est en train de recourir à la pharmacopée. La santé en Afrique, pendant longtemps, nous avons cru qu'il fallait toujours attendre ce qui vient de l'extérieur, les médicaments qui viennent de l'extérieur, les pilules qui viennent de l'extérieur, mais la recherche à notre niveau, les savoirs, tout ce qui relève du savoir ancestral en matière de pharmacopée a été revisité et chacun, quelque part, a sa petite potion magique pour pouvoir assurer sa santé. Cela revient à dire que si nous ne protégeons pas notre nature, nous n'allons pas pouvoir disposer de ces plantes-là, même pour nous soigner. Je vais vous donner une minute à partir de maintenant, une minute chacune pour conclure et le message de chaque capitale pour cette journée mondiale de l'environnement. Et je vais commencer par Afiwa parce qu'on n'a pas encore eu le temps de l'entendre. On avait un gros problème de connexion. Afiwa, vous m'entendez ? L'important, c'est le message que vous auriez envie d'adresser depuis la Guinée. Oui, merci à Fatia, merci à toutes les panafricaines et aussi à notre consultant. Le contexte dans lequel nous sommes est un contexte de crise, mais aussi c'est un contexte qui nous est invisible.
à réfléchir sur comment est-ce que nous protégeons et comment est-ce que nous utilisons notre environnement. À Conakry, nous, on fait surtout face à un problème de gestion à la fois des déchets, des ordures ménagères protégées. L'eau potable, parce que comme l'a dit Samira, on nous dit qu'il faut nous laver les mains, mais on va se laver les mains avec quoi? Avec de l'eau propre, avec de l'eau qui ne va pas nous infecter. Est-ce que nous avons accès à l'eau potable? Moi, chez moi, par exemple, j'ai accès à l'eau à la pompe 2 fois par semaine. Donc, comment est-ce que je stocke l'eau? Est-ce que j'ai les capacités de les stocker dans des récipients propres pour ne pas que ma famille soit infectée? Voilà les problématiques sur lesquelles nous devons interpeller nos dirigeants. Donc, pour nous, depuis Conakry, c'est vraiment avoir accès à un environnement propre, une gestion responsable des ordures ménagères et vraiment une responsabilité pour les autorités de permettre à leurs citoyens d'avoir accès à l'eau. Alors, la parole à Awa. Alors, merci beaucoup pour ce panel qui est important. Aujourd'hui, c'est un symbole pendant cette journée de parler d'environnement et d'établir le lien avec la santé. Aujourd'hui, on parle de One Health. Donc, tout est lié par rapport justement à cette période de COVID-19. Tout à l'heure, je voulais parler de la météo avec une pluviométrie qui est précoce au Sénégal. Donc, aujourd'hui, dans des pays comme le Sénégal, si on doit avoir une inondation, par exemple, le développement d'autres maladies en plus de la COVID, les dirigeants africains ne peuvent pas courir de lièvre à la fois. Donc, aujourd'hui, il faudra plus se concentrer tout à l'heure, Jamina en a parlé, il faut penser à l'environnement, le reboisement, parce que tout le monde parle de la médecine traditionnelle par les plantes. L'Afrique aussi doit penser au reboisement, rendre verte justement l'environnement. Et puis, avec ces périodes de COVID-19 ou au Fatia, au Maroc, au Sénégal ou partout ailleurs, on utilise des masques, on utilise des gants. Il faudra préserver l'environnement parce que sinon, après la COVID-19, on va se retrouver avec des tonnes de déchets qui vont impacter sur notre vie, sur notre quotidien. Et là, ce sera malheureux pour l'Afrique. Donc, levons-nous pour mettre en place un développement durable. Donc là, j'interpelle directement nos dirigeants et merci justement pour ce panel. Je fais un coucou à toutes les panafricaines. Coucou. Merci du message. Je retourne au Cameroun. Christelle, rapidement, vous avez 1 minute, pas plus. Voilà. Alors, je vais aller dans le même sens que Awa. Justement, je vous l'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, avec cette pandémie, nous sommes obligés d'utiliser les masques. Et nous savons bien que ces masques, c'est 3 heures maximum d'utilisation et après, il faut les jeter. Et ça va, avec cette utilisation de masques, nous allons nous retrouver, comme a dit Awa, avec beaucoup de déchets. Donc, il y aura un sérieux problème de gestion des déchets après la COVID-19. Donc, moi, qu'est-ce que je préconise? Je préconise l'utilisation des masques fabriqués en Afrique, comme des masques qu'on nous fait ici en tissu, pas des masques réutilisables, lavables, qui pourraient non seulement permettre d'éviter de polluer encore davantage l'environnement, mais aussi d'utiliser des produits locaux africains. Donc, on va résoudre à la fois 2 problèmes, le problème de pollution et le problème de valoriser déjà des entrepreneurs locaux et l'utilisation de nos matières premières locales comme le pain et d'autres tissus comme du Bogolan au Mali et d'autres tissus au Burkina Faso. Message de clôture, Jemima. Absolument, merci. Je crois que je reste dans la même ligne que Christelle. Il faudrait vraiment que l'Afrique saisisse cette opportunité, parce que je vois toujours le positif en tout ce qui arrive. Cette opportunité du Covid, nous avons pu résister déjà. Les Africains, ce qui était prévu n'a pas lieu et n'aura pas lieu d'ailleurs, parce que nous sommes retournés à nos savoir-faire. Cela n'aura pas lieu, cela n'aura plus jamais lieu. Donc, je pense que plus que jamais, le mot que moi je pourrais dire, c'est que Covid, opportunité pour l'Afrique, pour démontrer au monde entier que nous résistons à tout. Et donc, nous allons continuer à nous battre pour sauvegarder cette nature grâce à laquelle nous avons pu résister à cette pandémie. Alors, je donne la parole à Samira. Non, moi, je serai très brève. Je vais être très positive.
Et je vais dire que l'Afrique, effectivement, comme viennent de le dire certaines de mes consoeurs africaines, a fait la démonstration, plusieurs pays ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de faire face à ce type de pandémie beaucoup mieux que des pays du Nord développés avec des moyens autrement plus importants que les nôtres. Une fois qu'on a dit ça, il y a l'urgence de prendre conscience, et c'est notre rôle de journaliste, de prendre conscience à nos populations que l'Afrique n'est pas un terrain d'expérimentation, ni pour les organisations internationales onusiennes, ni pour les pays industrialisés. Nous ne sommes pas un terrain d'expérimentation pour n'importe lequel des vaccins. En revanche, mesdames, j'attire votre attention sur une chose qui me reste en travers de la gorge, je le dis en toute honnêteté. Il y a 400 000 morts encore chaque année dus au paludisme. Et que sur les 400 000 morts du paludisme, 94% sont africains. Et la plupart, les 2/3 sont des enfants de moins de 5 ans. Alors moi je parle du Covid aujourd'hui, je fais le lien avec le Covid, mais je n'oublie pas que nous avons 67% des morts liés au paludisme sont des enfants de moins de 5 ans africains. Et que la responsabilité, encore une fois, des organisations internationales qui ont montré toutes leurs limites, je parle des organisations onusiennes, à commencer par l'Organisation mondiale de la santé, ils ont montré leurs limites, c'est un fait. Ils doivent réinventer un modèle à partir duquel ils approchent les problématiques liées à la santé, à l'environnement dans le monde, particulièrement au continent africain. Mais que quoi qu'il en soit, l'Afrique, ça ne dédouane pas les dirigeants africains de leurs responsabilités, ça ne dédouane pas l'Union africaine de ses responsabilités face à ses populations. Nous devons inventer nos propres modèles, revenir à des choses, à un commerce équitable, à un développement durable, à une vision qui soit la nôtre, adaptée à nos cultures, adaptée à notre mode de vie, adaptée à nos populations. Et encore une fois, je terminerai sur le rôle qui est le nôtre. Éveiller les consciences de nos populations, les accompagner, mais faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils fassent ce qui doit être fait pour protéger nos populations sans avoir à tendre la main aux pays du Nord pour voir effacer des dettes alors que ce sont des infrastructures de base dont nous avons besoin et non pas l'effacement des dettes des pays africains par rapport aux pays du Nord. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. Je vous dis un grand merci d'y avoir participé et on se dit à très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.